Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sensation. Denis Ferré a sorti le 14 mars aux éditions Erol son dernier livre intitulé « Les Français et l'Europe, de Schuman à Macron », où il aborde les questions de ce qu'est l'Europe, l'Union européenne, du rôle joué par la France dans ce projet, afin de comprendre le fossé entre le projet voulu par nos dirigeants et la réalité vue par les Français. Pour en parler, je suis donc bien évidemment accompagné de Denis Ferré, l'auteur du livre. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par parler du titre de votre livre, « Les Français et l'Europe, de Schuman à Macron ». En quoi les mentalités et l'Europe ont-elles évolué entre les époques de ces deux hommes politiques français ? Alors, il y a eu une énorme évolution, il faut dire que c'est quand même sur une longue période, une énorme évolution puisque l'Europe elle a commencé toute petite en taille, avec seulement 6 membres. Et puis aujourd'hui, on est 27, on a même été 28 à un moment donné, avec même encore des perspectives de grossir. Il y a des pays qui sont candidats. Et puis, c'était une petite Europe aussi dans l'ambition, parce que ça a commencé par mettre en commun des productions de charbon et d'acier en 1951, c'est tout. Aujourd'hui, on a énormément de politiques qui sont européennes. On a une monnaie unique, même si elle n'est pas encore avec tous les pays n'ont pas cette monnaie. On a une politique commerciale, un grand marché qui sont uniques aussi. Alors ça fait quand même une très grosse différence de nature. Et également, on a une Europe qui est plus communautaire qu'elle ne l'était au début, puisqu'il y a de plus en plus de domaines, enfin au fil du temps, qui ont été finalement communautarisés, c'est le mot qu'on utilise. C'est-à-dire que les décisions sont vraiment prises à la majorité des pays membres, avec un Parlement aussi, dont on va élire les nouveaux membres dans quelques jours. Alors ça a quand même vraiment changé de nature. Avec, à mon avis, la bascule, c'est le traité de Maastricht, le début des années 1990. Alors, sur la première page de votre livre, on peut lire sous le titre « Du rêve à la réalité ». Pourquoi ? Quels étaient les rêves concernant l'Europe et en quoi sont-ils si éloignés de la réalité ? Alors, le rêve ou les rêves au départ, en tout cas les objectifs, c'est la paix. Très clairement, on dit, on répète, et ça se dit encore aujourd'hui, que l'Europe a fait la paix. Donc c'est une promesse de paix, et comme c'est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, pour les générations de l'époque qui ont connu généralement 2 guerres mondiales en peu de temps, c'est fondamental, et c'est ce qui va porter le projet de construction européenne pendant des décennies. Le deuxième objectif, c'est la prospérité, d'où cette idée du libre-échange, même plus que libre-échange, le marché commun au départ, qui est créé par le traité de Rome en 1957. Et le troisième objectif, et là c'est un objectif qui va être plus ou moins créer des ambiguïtés et qui est le moins abouti, disons que c'est une forme de puissance. Une forme de puissance, c'est-à-dire on est unis, donc on est plus fort, et comme on est plus fort vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'extérieur. C'est ça les trois promesses. Et donc dont les Français comme d'autres Européens ont pu rêver pendant longtemps. Alors en quoi c'est différent des réalités d'aujourd'hui ? Il y a une partie qui est vraiment réalisée, mais si on veut faire finalement le bilan, je dirais que je suis assez critique, mais ce n'est pas un jugement moral. Essayons de faire la case plus, la case moins, et voir comparer. La paix, alors la paix, certes, on a eu la paix, mais j'ai l'habitude de questionner en disant est-ce que c'est l'Europe qui a fait la paix ou la paix qui a fait l'Europe ? Et on voit que depuis d'ailleurs les années 90 sur le continent, la guerre est revenue, ça a été le démantèlement de la Yougoslavie où il y a eu les premiers conflits. Bon, vous savez, nous savons malheureusement ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Donc la paix chancelle, on va dire, malgré la présence de l'Europe. Deuxièmement, la prospérité, il est clair qu'à la fin des 30 Glorieuses, avec le premier choc pétrolier, on a perdu ça, on a eu la crise, on en reparlera peut-être, la crise des dettes souveraines, grosse crise financière, puis le Covid, enfin économiquement, l'Europe d'ailleurs décroche par rapport aux grandes puissances, donc on n'y est pas, il n'y a pas le compte. Et puis la puissance, c'est vraiment là où c'est le moins abouti. On s'aperçoit aujourd'hui que l'Europe n'est pas puissante, du moins en tout cas n'a pas de puissance, ce qu'on appelle le hard power en stratégie. Et donc, vous voyez, si je compare le rêve de départ avec ce qu'on a aujourd'hui, disons que le compte n'y est pas. Alors, pourquoi se pencher sur la vision qu'ont les Français de l'Europe et pas élargir le spectre aux Européens dans son ensemble ? Comment les Français perçoivent-ils cette union ?
Alors je m'intéresse aux Français parce que mon lectorat c'est quand même les Français, on va être très, très pragmatique. D'autre part, je veux faire une sorte d'œuvre quand même d'explication, peut-être d'éducation, on va dire, de ceux qui voudront bien lire ce livre et écouter cette émission de radio par exemple. Et on va donc voter, nous, peuple français, dans quelques jours, comme je le disais, pour les élections européennes. Donc ça c'est mon but. Élargir à tous les Européens aurait sans doute moins parlé aux Français puisque mon lectorat est essentiellement français. Le livre est écrit en français d'ailleurs. Et ensuite, il y a une justification aussi peut-être dans le fait que le cas français est spécifique. D'abord, nous avons des dirigeants qui ont joué un rôle prééminent dans la construction européenne, pour lesquels le fonctionnement de l'Union européenne est une espèce est vital en fait, est fondamental. Et puis nous avons un peuple français qui, par son histoire, sa culture, a un rapport à l'Europe tout à fait spécifique. Dans votre ouvrage, vous vous accordez différents chapitres à chaque président depuis Chirac, mais vous mettez Pompidou, Giscard et Mitterrand dans un même chapitre. Pourquoi séparer chaque période politique de cette manière ? Bon, là, je vous répondrai que c'est le travail de l'historien de découper l'évolution historique en périodes, en fait. Et quand il y a des changements, on change de période, c'est qu'il y a des événements historiques qui font qu'on change de monde, quelque part. C'est ce qui s'est passé. Donc, pourquoi je mets, par exemple, Pompidou, Giscard, Mitterrand dans le même bloc chronologique? C'est parce que c'est une période de relance de la construction européenne qui était tombée en panne sous le président de Gaulle. Et ça va très vite quand même. Et il y a des changements majeurs qui sont faits. Pompidou, Giscard, je dirais, préparent ces changements et c'est vraiment Mitterrand, le grand européen, qui transforme, pas tout seul bien sûr, mais c'est sous sa présidence côté français, qui transforme d'ailleurs la Communauté économique européenne en Union européenne en 1992 avec le traité de Maastricht. Et alors après, j'évoque Chirac simplement parce qu'il arrive après Mitterrand et c'est le moment où cette Europe nouvelle, avec de nouveaux espoirs qui est l'Europe de Maastricht, connaît tout de suite, c'est très rapide, ses premiers couacs, ses premières difficultés. Et puis après, j'enchaîne aussi avec ceux qui ont succédé. Hein, vous avez vu à Jacques Chirac jusqu'à Macron. Et face à une période relativement compliquée qu'est la nôtre, avec des défis comme le Brexit ou le Covid il y a quelques années, la montée des mouvements eurosceptiques et d'extrême droite actuellement, comment les Français envisagent-ils le futur de l'Union européenne ? Alors, je crois qu'on a du mal à envisager le futur de l'Union européenne. On est dans le brouillard, les dirigeants comme les populations, et on est dans l'incertitude. Alors on est dans l'incertitude, je pense fondamentalement, alors il y a le contexte international qui évidemment rend les choses difficiles, mais je crois que fondamentalement c'est parce qu'on est arrivé à une étape de la construction européenne où il reste un saut à faire ou à ne pas faire. On est un petit peu devant le fossé qu'il faut franchir ou refuser de franchir. Et ce fossé, je l'appellerais le fossé fédéraliste. C'est-à-dire qu'on a suffisamment déjà communautarisé beaucoup de politiques pour être déjà dans une construction assez fédéraliste ou fédéralisante ou fédéralisée. Mais on n'est pas allé jusqu'au bout. Le bout, ce serait d'ailleurs, c'était le rêve de Schuman, il le disait, les États-Unis d'Europe. Et donc, est-ce que là, on va faire ce saut? Parce que ce saut-là, il est quand même énorme parce que ça voudrait dire faire vraiment une espèce d'État, de super-État, je ne sais pas comment on l'appellerait, l'État fédéral. L'Union européenne deviendrait une véritable, comme je dis, un peu comme les États-Unis d'Europe. Et là, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Et si on ne le fait pas, on peut difficilement se contenter du statu quo. C'est pas très porteur, donc faut-il détricoter un certain nombre de choses ou refaire les choses différemment? Et on ne sait pas. Et on n'est pas tous d'accord. Et je pense que globalement, la population est un peu perdue par rapport à ça. Demain, après, un historien aura toujours du mal à vous parler de demain. Il est un peu plus fort sur le hier, vous voyez. Alors donc vous, personnellement, vous ne savez pas, vous n'imaginez pas ce futur? J'imagine des scénarios possibles, en gros 3. Je n'ai pas forcément le temps de beaucoup développer, bien que dans ma conclusion j'évoque ça. Il y a 3 scénarios possibles où on passe à ces fameux États-Unis d'Europe. Donc vraiment, on fédéralise à peu près tout. Et c'est le projet, je pense, du président Macron, qui parle d'une Europe souveraine et d'une Europe puissance.
Et puis la deuxième chose, c'est ce que j'appelle le statu quo. On en reste au système hybride qui est l'Union européenne aujourd'hui. Certaines choses sont totalement interétatiques, on garde la souveraineté des États. D'autres, au contraire, sont déjà totalement communautarisées. Et on a ces deux jambes, c'est hybride, et on se contente de continuer comme ça. C'est un peu l'europragmatisme, ça, comme version. Et puis la troisième version, alors justement, qui est plus portée par des partis populistes chez nous et ailleurs, c'est au fond de reculer, de faire une Europe plus à la carte, de revenir à quelque chose de plus de la coopération plutôt que de l'intégration, même si certains avancent plus ou moins masqués sur le sujet, mais dans le fond, c'est ce qu'ils veulent faire. Merci beaucoup, Denis Ferré, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je le rappelle, son livre « Les Français et l'Europe, de Schuman à Macron » est disponible aux éditions Erol. Et pour revoir ou réécouter cette émission, je vous donne rendez-vous sur notre application et notre site internet radiosensation.fr.